Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Bonjour à tous, bonjour depuis Paris, bonjour à nos amis, bonjour docteur Youssef Hodja. Bonjour, et bien merci pour l'invitation et bonjour pour tous les participants. Oui. Et je pense qu'il y en a qui vont encore nous rejoindre en cours de webinaire. Oui, et puis oui, n'hésitez pas à ce que je disais, puisqu'on a la chance de vous avoir aujourd'hui, docteur, c'est de vous manifester les uns les autres. Vous avez possibilité d'échanger avec nous par chat, donc nous envoyer même un petit message pour nous dire coucou, je suis là. Alors c'est vrai que moi, en tant que animatrice de la réunion, je vois qui se connectent. Je connais pas forcément tout le monde, ou souvent il y a les médecins ou les gens qui se connectent par Internet aujourd'hui ont des pseudos, donc ne pas hésiter à vous dire, voilà, je suis le médecin Flaine et j'exerce à tel ou tel endroit. Ça nous permettra non seulement de savoir que vous êtes là, et j'en profite pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans les conditions du direct jusqu'à 18h50 heure de Paris, donc 17h50 en Algérie, et que l'émission est en train d'être enregistrée et qu'elle sera rediffusée demain sur ma chaîne YouTube. Donc je vous enverrai, de toute façon, je partagerai le lien sur Facebook, sur YouTube, pour que vous puissiez non seulement revoir la prestation du docteur Youssef Hodja aujourd'hui, et puis la partager, parce que je sais que c'est un peu compliqué de trouver une heure qui convienne au plus grand nombre, un jour qui convienne au plus grand nombre. Donc c'est vrai que j'ai pris le parti un petit peu par défaut de proposer un in-between, une heure qui est 17h à Alger. Donc en tout cas, merci pour les personnes qui sont là. Je vois déjà effectivement, alors vous me disiez tout à l'heure, docteur Ben Aibouche, un de vos confrères, gynéco. Tout à fait, c'est un ami, gynéco. Ouais. Alors, Nadia Siamer aussi, d'autres, je ne sais pas. J'ai pas forcément les noms là. Oui, je vois Fatma Hadjar, donc je suppose qu'on va avoir beaucoup de gynécologues aujourd'hui. Également Hassina Chalah, et puis Nordi, alors je suppose que c'est Nordine Shir. Oui. Bon, écoutez, bienvenue à vous tous en tout cas. On va essayer, et vraiment, n'hésitez pas, l'idée c'est que cette réunion en ligne, c'est aussi votre manière d'échanger un petit peu votre expérience. Et c'est vrai que quand je vous ai proposé il y a quelques jours de ça, docteur Youssef Hodja, de participer à ces petites réunions que moi j'ai l'habitude de faire depuis Paris, vous avez tout de suite répondu partant. L'idée... le sujet s'imposait de lui-même, j'allais dire, et encore plus, je vais dire pourquoi ces derniers temps. Quand je vous ai demandé effectivement de parler de la situation sanitaire en Algérie et possiblement de l'impact que cette situation sanitaire, cette crise sanitaire qu'on vit tous depuis plusieurs mois maintenant, quels sont les impacts qu'avait eu cette épidémie, vous avez tout de suite répondu d'accord, et on va dérouler tout ça. J'entends, alors on a des petits bips à chaque fois que les personnes nous rejoignent, donc merci aux personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Petite présentation, je vous laisserai ensuite dire quelques mots sur vous. On va pas trahir, on a quelques connaissances communes, mais c'est vrai que je vous ai sollicité, Dr Abdenour Youssef Hodja, en tant que gynécologue obstétricien enfant de Cherchell. Vous exercez Cherchell. Alger. Je suis né à Cherchell. Ah, mais sources sont bonnes, donc ça va. Voilà, vous avez grandi à Alger. Oui. Grandi, oui. Enfin, j'ai fait mes études à Alger, en tout cas, oui. J'ai même vu qu'à un moment, vous aviez traîné vos guêtres du côté de Gardaïa, non? Tout à fait. J'ai fait Regan. Oui. Bonjour, Victor Omar ici. Regan. Oui. Donc, j'ai passé une année à Regan. J'ai fait Metlili quasiment 2 ans à Metlili. Donc, Metlili, c'est à 40 km de Gardaïa, au sud de Gardaïa. Oui. J'ai fait près de 5 ans à Djelfa. D'accord. Dans les hauts plateaux. Et puis là, depuis 1994, je suis installé à Alger. D'accord. Voilà. Du côté de Saïd Hamdine, me semble-t-il. Saïd Hamdine, tout à fait. Bon, de toute façon, c'est officiel, tout est sur Internet, j'ai rien inventé. Docteur Youssef Hodja, vous êtes toujours président de l'Association nationale des gynécologues obstétriciens libéraux?
Tout à fait. Je suis encore président de l'Association nationale des gynécologues obstétriciens libéraux. Oui. Voilà, ça, Et vous, c'est ce qui est en Algérie. Oui, et vous êtes également secrétaire général du Conseil de l'ordre des médecins. Peut-être que vous pourrez évoquer absolument. la double casquette ou triple casquette que vous portez aujourd'hui pour nous donner un point justement sur la situation sanitaire en Algérie. Alors, je veux bien, vous me disiez il y a 2, 3 jours de ça, avant quand on échangeait pour préparer cette émission, que ce webinaire avait d'autant plus d'intérêt qu'effectivement la situation sanitaire qu'on redoutait ne s'arrange pas, ne s'améliore pas en Algérie. En France, on n'est pas mieux, hein. Eh ben, en tout cas, c'est une belle opportunité qui nous est offerte là pour parler donc du Covid, de l'exercice de la gynécologie obstétrique en cette période qui est particulièrement difficile et surtout qu'on est un petit peu à la croisée des chemins parce que il se trouve qu'on pensait que ça allait mieux et là, comme partout dans le monde, il y a une nouvelle flambée donc de la pandémie. Et là, donc, nous devons tous faire très attention pour nous, pour nos patientes et pour tout le monde, quoi. On Donc, parle beaucoup de relâchement, docteur, hein. Que ce soit, je dis, alors, on peut parler de la France et de l'Algérie, qui sont deux pays qu'on connaît bien et dans lesquels on vit, mais il est lié à quoi ce relâchement? Oui. c'est l'usure du temps aussi. Mais surtout que, bon, nous c'est un peu dommageable dans la mesure où on était bon, où on avait fait mieux que beaucoup de pays. Et là, le relâchement d'un peu de tout le monde a fait que ça reflambe et que là, nous devons absolument faire attention pour ne pas que ça devienne catastrophique. Donc, Mm. c'est vraiment le moment où il faut se ressaisir, où il y a des choses à faire On pour ne rappelle, pas se retrouver. d'ailleurs, on va faire dans quelques jours un webinaire dans une dizaine de jours en faisant appel aux virologues, infectiologues un peu partout qui couvrent tout le territoire national algérien pour dire qu'effectivement c'est pas un phénomène de cluster, hein, c'est pas Tout à comme on fait. l'a évoqué au début ou Annaba ou Constantine, c'est qu'effectivement l'épidémie est en train de vivre un rebond, ce qu'on redoutait est en train d'arriver. Oui, bon, le problème, c'est que on a beaucoup tâtonné et on continue à tâtonner. Juste un petit rappel, c'est une pandémie d'une toute nouvelle maladie. On ne la connaissait pas. Et en fait, c'est une véritable peste du 21e siècle. Et ça, au début, on ne s'en rendait pas compte. En un peu plus de 7 mois, on se retrouve à près de 13 millions de cas dans le monde, plus de 565 000 décès à ce jour. Ça a commencé en Chine, ça a été sous-estimé. L'épidémie en Chine a été sous-estimée. Et puis, on a commencé à la comparer à ce qu'on connaissait. Et comparaison n'est pas forcément raison. Et donc, par certains signes de cette affection, on l'a d'abord comparé à la grippe. Donc, on l'a assimilé à une grippe, alors que ça n'a rien à voir avec la grippe. Quelque chose de saisonnier qui allait partir, voilà. Et puis, même s'il y a quelques signes, effectivement, qui peuvent ressembler à la grippe. À un moment donné, on l'a aussi assimilé un petit peu, à la comparer au SRAS. On a même pu la comparer à l'Ebola. L'Ebola est une maladie redoutable, elle tue très vite, donc elle ne peut pas beaucoup s'étendre. En fait, ce Covid-19, il est beaucoup plus insidieux, il peut évoluer à bas bruit, donc il est beaucoup plus dangereux. Et ça, on n'a pas pris la mesure de la chose. Quand je dis on, c'est le monde entier, c'est pas l'Algérie. Oui, oui, on est d'accord. Et puis on a beaucoup tapé, que ce soit en France ou en Algérie, sur le rôle des autorités, des institutions. On ne peut pas blâmer que les institutions qui partout ont été prises au dépourvu. Tout le monde a été pris au dépourvu, tout le monde a été pris de court. Et puis, suivant les pays, certains, bon, tout le monde a tâtonné, mais certains ont mieux fait que d'autres. Donc, pour en aller vite, bon, ça a été fait par des. L'avantage, c'est qu'il y a eu un peu décalage. Ça a commencé en Chine, et puis après, un peu plus tard, un mois ou deux, un mois et demi après, c'était l'Italie, puis la France, puis d'autres pays. Et on a commencé à prendre la mesure de la chose, c'est en Italie. On a été sidérés par voir l'explosion et puis le mort et puis la manière dont les services de santé ont été dépassés. Certains pays ont très bien fait, ont très bien réagi. J'en citerai deux, le Portugal
et la Grèce. Ce sont ceux qui ont en Europe quasiment les moins bons systèmes de santé. Mais ils ont tout de suite confiné, ils ont tout de suite fermé leurs frontières et ils ont eu de très bons résultats. Avec vraisemblablement dans les pays qui ont de très bons résultats, une répression qui était assez suivie. Je veux dire, on va pas donner l'exemple, par exemple, d'un pays voisin de l'Algérie qui est le Maroc, où effectivement, qui a tout de suite très rapidement fermé ses frontières et pour lequel la répression était déployée de manière intensive, à savoir que quelqu'un qui sortait sans masque se voyait affliger une amende qui était immédiatement redevable, ce genre de choses. C'est sans doute, voilà, les sanctions peut-être permis de contenir. Peut-être aussi, mais le fait de confiner permettait de limiter la maladie, permettait d'avoir moins de gravité. Moins de cas graves, moins de cas en réanimation et ça ne surchargeait pas les hôpitaux. Ils ont eu de très bons résultats. D'autres ont très mal fait. La Belgique a mal fait et surtout l'Angleterre a mal fait. Ils se sont repris après. Oui. Ne parlons pas des États-Unis ou du Brésil avec les messages, effectivement. Qui sont venus bien après. Oui. Certes, c'est une affection bénigne. La majorité des patients qui sont atteints ont des signes légers d'un syndrome grippal plus ou moins important et sans plus. C'est pour ça qu'en France, on a parlé de grippette. Même les autorités françaises, politiques et sanitaires ont dit que c'était pas grave. Il se trouve que dans certains cas, dans un certain nombre de cas, il y a des complications, une aggravation qui peut être très rapide, qui peut aboutir à des syndromes de détresse respiratoire gravissimes, à des défaillances multiviscérales, à une surcharge des lits de réanimation lourds, et souvent aussi avec des décès. Très vite, on a pu mettre en évidence des facteurs de comorbidité, donc des facteurs qui pouvaient aggraver. Le premier, c'est l'âge. L'âge, puis il y a l'obésité, puis il y a certaines tares, hypertension, diabète, baisse en immunologie, baisse en immunologie. La grossesse aussi est un facteur aggravant, mais il faut savoir aussi qu'il y a dans certains cas aucun facteur de comorbidité et on ne sait pas pourquoi. À ce jour, il peut y avoir aggravation qui peut aboutir jusqu'à la mort. Et maintenant, on ne le sait pas. On ne sait pas. On a tâtonné d'ailleurs parce que autant les premiers temps, on parlait de maladies thrombophiliques, on parlait effectivement des personnes à risque qui étaient les personnes effectivement du grand âge, des personnes qui souffraient de maladies chroniques. Et puis on se rend compte, comme en Algérie par exemple, que finalement, on a souvent dit que les jeunes personnes étaient porteurs, mais pas forcément ne développaient pas la maladie. Et vous êtes en train vous-même de vous rendre compte en Algérie que si, au contraire, les personnes jeunes développent la maladie. Aussi. Alors, en un peu plus de 7 mois, il faut savoir que c'est l'affection qui fait l'objet du plus grand nombre de publications médicales. Le plus grand nombre d'études. En 7 mois, on se retrouve à près de 30 000 publications médicales concernant le Covid-19. Donc, on en sait beaucoup plus. Et chaque jour, on en sait plus. Et malgré ça, il persiste encore beaucoup d'inconnus. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Le génie évolutif, qui est aléatoire, on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça que moi, je voudrais partager une seule étude. C'est tout. Je ne vous embête pas plus que ça. Ne vous embêtez pas. Je salue les médecins qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et de rappeler qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer leurs petits commentaires s'ils veulent partager avec vous. Donc, sur les études, il y en a une qui m'a marqué. Elle date de la mi-avril. Elle a été publiée aux États-Unis. Elle a été faite donc à New York. Là, ça parle de grossesse. On a fait un test PCR. C'est le test pour rechercher le Covid à toutes les femmes qui venaient accoucher à la maternité. Donc, ils ont pris 215 patientes qui n'étaient pas forcément. Toutes celles qui venaient accoucher, on leur faisait un test. Toutes celles qui venaient accoucher. Sur les 215, il y en a 4 qui avaient des signes symptomatiques de Covid. Les 4, évidemment, ont eu une PCR positive. La surprise, c'est qu'il y a eu des PCR positives chez des femmes qui n'avaient aucune symptomatologie. Mieux que ça, on s'est rendu compte que sur 90%, près de 90% des femmes qui avaient une PCR positive étaient asymptomatiques. Ce qui veut dire que 90% des patientes pouvaient être contaminantes
sans qu'on puisse s'en rendre compte. Donc, 90% en tout cas, de ces patientes qui accouchaient étaient, donc, c'était la face immergée, je dis bien immergée, de l'iceberg. Ce n'est que quelques patientes, que 10% qui nous permettaient donc de savoir. Donc, on passait à côté. Ces 90% des patientes contaminaient le personnel médical, contaminaient les autres patientes, contaminaient leur entourage. C'est ce qui explique le génie évolutif malin de cette maladie. Donc, ça ne suffit pas de traiter les cas graves. Ça ne suffit pas d'isoler les cas symptomatiques ou alors ceux chez qui on a suspecté un Covid et chez qui on a fait une sérologie. Pas une sérologie, une PCR. Une PCR, oui. Il faudra de toute façon de cette expérience en tirer des conclusions, puisqu'on est vraisemblablement, on n'échappera pas à ce qu'on appelle la seconde vague ou le rebond. Mais justement, pour arriver à, et je remercie les médecins qui se connectent, je vois que je pense qu'il y a le docteur Benzaïdi qui nous a rejoint. Alors, Baraka, je ne sais pas si c'est le nom du docteur. En tout cas, merci à vous tous et toutes d'être là. L'épidémie aura forcément eu un impact particulier sur votre activité professionnelle. On peut parler de votre vie personnelle, puisqu'on sait que les médecins n'ont pas forcément, ne distinguent pas vie privée, vie professionnelle quand on est comme ça à prendre en charge, entre autres, les suivis de grossesse et les accouchements. Mais vous l'avez mesuré, vous l'avez vu arriver comment, cette épidémie en Algérie? Au début, on avait l'impression, bon, d'abord ça venait de loin, c'était en Chine et c'était pas si grave. Ce qui nous a marqué, c'était l'Italie. C'est l'aggravation qui a été rapide en Italie et c'est ça qui nous a marqué. C'était le fait que les médecins étaient débordé, que le service de santé italien, qui n'est pas si mauvais, était débordé. Et en plus, le manque de solidarité en Europe, parce que chacun s'est refermé sur lui-même, et même les Italiens n'ont pas pu trouver l'aide suffisante de la part des autres pays européens. Et c'est ça qui nous a marqué. Et c'est ça qui a fait que on a un petit peu plus anticipé. Et on a pris un petit peu le devant. C'est vrai qu'on n'avait pas les masques, comme tout le monde d'ailleurs. On est arrivé à se débrouiller. Au début, on a réduit nos activités médicales, mais après, on a repris nos activités en nous protégeant. On s'est débrouillé chacun de son côté. Ça a été vraiment la débrouillardise, même si on s'est retrouvé à acheter du matériel au marché noir parce qu'il y a toujours des spéculateurs qui profitent des situations. Et donc, au début, on a été bon. Et même, il y a eu le confinement. Les premiers cas en Algérie, je ne sais pas si vous le savez, le premier cas, c'est un Italien. Il a été tout de suite pisté. Il travaillait dans le pétrole, il a été à Hassim Saoud. Et tout de suite, ils ont confiné les 2 bases pétrolières dans lesquelles ils s'étaient rendus. Et ça a été vraiment confiné. Et ça s'est limité à l'Italien. L'Italien a été rapatrié en Italie. Et ça s'est arrêté là. Juste après, il y a eu 2 immigrés. C'est pas moi, hein. Venus de France qui sont partis à un mariage à Blida. À Blida, exactement. Et c'est ce mariage qui a commencé à étendre la chose. Et puis après, c'est peut-être venu d'ailleurs. Et après, on a eu, donc ce n'était plus du virus importé, c'est du virus qui a commencé à se propager. Il y a eu du confinement. Blida a été confiné, a été réellement confiné. En quarantaine, oui. Il y a eu une vraie quarantaine. Alger a été partiellement confiné. Il y a eu du travail. Ça c'est, on peut en discuter, mais ça s'est bien passé. La preuve, je vous donnerai juste une évaluation que nous avions eue en fin avril. Alors, en fin avril, voilà, l'évaluation, c'est notre premier webinaire de notre association de gynéco. Oui. Et là, on a fait la mortalité par million d'habitants vers le 22-23 avril. Et là, donc, j'ai repris un certain nombre de pays,
parmi les plus touchés. Les États-Unis n'étaient pas les plus touchés à l'époque. Hein. Et l'Algérie était à 10 morts par million d'habitants. Nous étions bien. Par rapport à l'Europe, nous étions mieux que les pays européens. Bon, la Corée et Taïwan, bon, c'est des pays particuliers qui ont d'autres manières de travailler, d'autres. Voilà. Une souplesse différente, dirons-nous. Et la distanciation sociale chez eux, elle est déjà naturelle. Oui. Ce qui n'est pas. Chez nous, c'est vraiment un effort qu'arriver à se distancier. Oui. Et vous voyez que nous étions à 10 décès par million et nous étions bons. Et en continuant un peu plus, aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 23 décès par million d'habitants. Donc, ça a repris. Et ça a repris quand? Ça a repris après le Ramadan. Parce que pendant le Ramadan, on était confinés. Il y a eu un petit essai de déconfinement, il y a un petit relâchement. Ils ont reconfiné. L'Aïd a été confiné. Les gens, pour l'Aïd, n'ont pas pu partir voir leur famille. Il était interdit de circuler en voiture à Alger. Et c'était une très bonne chose. Et après, juste après, il y a eu un relâchement. Le masque a été obligatoire, mais beaucoup de personnes ne mettaient pas les masques. Il se trouve aussi que un certain nombre de personnes mettaient même en doute la réalité de la maladie. À la limite, c'était une création de la politique. On trouvait des subterfuges et on n'y croyait pas. Et beaucoup ne mettaient pas de masque. Et c'est comme ça que les choses se sont étendues. Il restait donc les cas symptomatiques qui allaient à l'hôpital. Il y a des hôpitaux, il y a des services Covid qui ont fermé à Alger parce qu'il n'y avait plus de malades. Et là, maintenant, ça a repris et les services Covid sont pleins. Alors, et la maladie s'étend un peu partout en Algérie. Oui, je réagis, je remercie. Je crois que c'est votre confrère, le docteur Ben Aïbouche, qui disait qu'entre autres, il n'y a pas vraiment eu de mesures de couvre-feu. Alors c'est vrai que c'était assez surprenant. Nous, on voyait d'ici comme quelque chose d'un peu surprenant de mettre des mesures dans certaines wilayas et pas dans d'autres. Est-ce que ceci explique cela? On va pas. Ouais. Non, mais il y a de ça. Par exemple, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ont confiné un petit peu Sétif parce que ça a flambé à Sétif. À Djidjel, c'était calme. Les gens de Sétif ont fui Sétif. Ils sont partis à Djidjel. Et maintenant, ça va flamber à Djidjel. Voilà, c'est un petit peu comme ça s'est passé en Italie, en Lombardie. Ils avaient confiné la Lombardie. Les gens de Lombardie sont partis au sud. Et après, ça a flambé aussi dans le sud. C'est quelque chose de tout à fait naturel. D'où l'intérêt du confinement. Mais là, c'est autre chose. Ce n'est pas la décision du médecin. Là, c'est juste un petit exemple. C'est aujourd'hui aussi tout ça. Hein? Oui. C'est les courbes à ce jour. Donc, on peut comparer l'Algérie, le monde, la France. Vous voyez, la France, ça va beaucoup mieux. Ils ont déconfiné. Le déconfinement se passe. Il y a toujours le virus qui circule, mais ça va mieux. Alors, ça va mieux, même s'il y a. Oui, voilà, je l'ai dit. Dans le monde, ça ne va pas, ça monte toujours. Voilà, ça, c'est les nouveaux cas. Hein. Ouais. Et ça monte toujours dans le monde. Et l'Algérie, elle est comme la moyenne du monde, disons. Alors qu'on était très bon avant. Ouais. Et vous l'évoquez, peut-être est-ce dû au niveau mondial à un ras-le-bol, effectivement, de cette situation de confinement qui ne doit pas être toujours facile et bien vécue, quel que soit, en fonction des conditions matérielles de la vie, des facilités matérielles auxquelles on a accès. Je voudrais juste réagir sur le fait que malheureusement, aujourd'hui, on va très vite rentrer à les conduites à tenir parce que le temps passe vite, malheureusement, sur les conduites à tenir et les recommandations que vous pourrez faire vous, pour vos confrères en qualité de gynécologue obstétricien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas faire le procès d'un système de santé algérien dont on connaît les faiblesses, dont on sait effectivement que qu'il est voilà. Aujourd'hui, la polémique n'en est plus là, ou en tout cas pas là aujourd'hui. C'est vrai qu'il va falloir. Il faut agir maintenant. Et ça ne sert à rien de polémiquer, et puis ça ne sert à rien de parler de chiffres. Parce que on ne teste pas suffisamment, parce qu'il n'y a pas assez de tests en fait.
Donc, et puis les tests qui sont utilisés en Algérie, les PCR, on sait bien, moi je ne suis pas médecin, mais sont valables à l'instant T, mais effectivement, ils ne peuvent être qu'à l'instant T. Il faut les refaire. Il faut les refaire. L'idéal, c'est de faire les tests pour tous les cas suspects et tout l'entourage. Parce que si on ne teste pas l'entourage, qui pourrait être positif, l'entourage qui a été en contact avec le suspect va étendre aussi l'épidémie. Et ce sont justement tous ces cas asymptomatiques, ce sont eux qui permettent donc l'extension de cette épidémie. Et c'est à ce niveau qu'il faut agir. D'autant plus, on va le rappeler, même si je pense qu'on enfonce des portes ouvertes, beaucoup ceux qui comptaient qui jouaient la théorie du complot, je pense qu'on a montré qu'effectivement là, on plaisante plus sur cette théorie du complot. D'autres qui attendaient l'arrivée des chaleurs, des fortes chaleurs pour faire disparaître le virus, on rappelle que non. La preuve en est. Ça n'est pas une grippe, parce que ça n'est pas du tout la grippe. Ça n'a rien à voir avec la grippe. Ça n'est même pas le même type de virus que la grippe. Donc, cette épidémie va finir par disparaître, ça c'est certain, mais on ne sait pas quand. En attendant, ça pourrait aboutir à l'hécatombe. Donc, il faut prendre nos précautions. Il n'y a pas de traitement. Le traitement n'existe pas. On sait mieux traiter les complications. Les complications sont mieux traitées aujourd'hui qu'il y a quelques mois. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de décès, et heureusement, mais il n'y a pas de traitement. La seule chose à faire, c'est la prévention. Il faut éviter d'attraper ce Covid-19. À nous qui recevons nos patients tous les jours, nous sommes en première ligne parce qu'on en reçoit. Et ce qu'il faut retenir, c'est que chaque patiente que nous recevons, elle est Covid+, jusqu'à preuve du contraire. On doit considérer tout le monde comme Covid+, à la limite, y compris moi-même. Peut-être que moi-même, je l'ai, peut-être que je suis asymptomatique. Donc, on doit tout faire comme si chacun d'entre nous était susceptible d'être atteint, susceptible d'être contaminant. Donc, distanciation sociale, c'est essentiel. C'est le seul moyen de réduire l'épidémie. Et les gestes barrières, les masques obligatoires pour tout le monde, et surtout, c'est très important. Donc, ces masques, c'est aussi un petit peu manipulé, c'est un petit peu aussi dans l'air, mais d'abord les masques et la distanciation sociale. Se laver les mains tout le temps. À défaut, gel hydroalcoolique et une nouvelle organisation de travail. Donc, il n'est pas question qu'une patiente vienne au cabinet. Parce qu'il se passe deux choses au cabinet. Elle vient au cabinet, si elle est atteinte, elle peut me contaminer, elle peut contaminer le personnel, elle peut contaminer les autres patients. Il y a ça. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il y a certaines patientes qui ont d'autres pathologies, qui peuvent être graves, qui peuvent être urgentes, qui ont peur de venir. Et au début, il y en a qui ne venaient plus, qui ont raté le rendez-vous. J'allais vous demander si beaucoup des patientes avaient échappé au suivi médical comme ça. C'est un manque de chance parce qu'une grossesse mal suivie, une patiente qui a raté ses rendez-vous, qui risque d'être hypertendue, qui risque d'être diabétique, on atteint le bien-être de la maman, on atteint aussi le bien-être de l'enfant à naître et ça peut être très dommageable et pour l'un et pour l'autre. Il faut absolument continuer à faire le suivi de ces patients. Il y a aussi des situations d'urgence. Une grossesse, une femme qui a des douleurs, ça peut être une grossesse extra-utérine. Elle peut en mourir si elle ne va pas chez le médecin, si elle ne va pas consulter. Il y a aussi autre chose. Une femme qui ressent une boule dans le sein, peut-être que c'est un cancer qui est en train de démarrer. Elle peut avoir peur d'aller chez le médecin. Elle n'y va pas. On retarde le diagnostic. C'est une perte de chance aussi. Donc, on a les effets du Covid et les effets collatéraux qui peuvent être plus graves encore que le Covid. Donc, prendre toutes nos précautions pour éviter d'attraper le Covid et continuer à travailler. Prendre nos précautions, c'est en consultation, c'est réorganiser complètement le cabinet, c'est travailler sur rendez-vous forcément. Une seule patiente en salle d'attente, à l'accueil obligatoirement du gel hydroalcoolique avant d'entrer donc au bureau de consultation. Au cabinet de consultation, elle rentre seule, même si le mari veut assister à l'échographie, il n'assistera pas. Il faut réduire au maximum les contacts. Plus on réduit les contacts, plus on réduit les risques. Quitte à être un peu oppressif des fois, docteur, parce que je regardais sur les commentaires entre autres. Tout à fait.
Tout à fait. Et là, c'est absolument nécessaire. Et puis, la bavette, il faut la garder. Moi, je suis en consultation régulièrement. Quand une patiente n'a pas de bavette, je lui donne une bavette. Mais régulièrement, jusqu'à aujourd'hui, elle met la bavette, je suis en train de l'examiner, je suis en train de faire une échographie, et puis elle enlève sa bavette pour me parler. Et je dis pourquoi? Elle me dit non, une remettre. Et régulièrement, il y en a qui passent leur temps à faire le yo-yo avec leur bavette. Oui, c'est ce que je voulais évoquer. C'est entre, je ne sais pas ce qui est plus irresponsable de la part de nos concitoyens, c'est ne pas porter de masque ou mal le porter. Parce que moi, j'ai assisté à des situations, on en veut pour compte, même en France, le décès il y a quelques jours de ça d'un chauffeur de bus qui a refusé de laisser monter des passagers qui ne voulaient pas mettre. Voilà, il a été tabassé à mort. Enfin, un moment où et c'est pour ça que je dis là un moment il y a quelque chose qui est du domaine de l'irresponsabilité, et je trouve que pour moi c'est être criminel qu'avoir cette attitude là, d'autant plus que pour moi vivant dans un environnement proche de personnes vulnérables, il va sans dire que là je suis chez moi tranquille, donc je ne porte pas le masque, mais que le masque est devenu comme une seconde nature, et que j'ai bien l'intention, même une fois qu'on nous dira que l'épidémie, qu'on est tiré d'affaire entre guillemets, de garder ces habitudes-là. À un moment, c'est un acte citoyen, comme on va voter, comme effectivement, si on préserve on veut se préserver, mais c'est surtout avant tout préserver les proches, parce que on n'est pas à l'abri d'une hécatombe. Absolument. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Tous comme on est, il faut, jusqu'à la découverte d'un vaccin efficace, on n'y est pas encore. Et quand on sera tous vaccinés dans de bonnes conditions, jusque-là, il faudra apprendre à vivre avec ce Covid. On ne sait pas quand est-ce. Le bout du tunnel, on ne le voit pas. Et les gens qui. Et les gens qui. Oui. Et les gens qui, pardon, docteur, les gens qui comprennent pas forcément, entre autres, on est tous, nous, en tant que citoyens algériens vivant à l'étranger, on est tous impatients sur cette période estivale de dire vivement que les vols reprennent vers l'Algérie. Non, si le gouvernement a pris une décision, elle est ce qu'elle est, elle nous plaît peut-être pas, mais ce sont des mesures conservatoires, parce qu'effectivement, on n'ose même pas imaginer une arrivée comme ça massive de touristes, en tout cas d'Algériens vivant à l'étranger en Algérie, sans aucune matière de moyens de dépister. Ce serait une hécatombe. Et puis, ça va surcharger les hôpitaux algériens. Déjà qu'on est full, s'il y a plus de patients, si on a forcément sur le nombre de personnes qui vont venir, parmi elles, il y en aura qui vont développer soit qu'ils la ramènent avec eux, soit qu'ils seront contaminés ici sur place. Hein. C'est pas la peur de l'étranger qui ramène la maladie, parce que maintenant la maladie est ici. Elle est exactement, c'est le cas autochtone. Ça va faire une surcharge de travail, une surcharge qu'on n'est pas capable de prendre en charge. Alors justement, geste barrière. Est-ce que vous avez possibilité de... Alors quelqu'un me dit le son. Je pense, alors que c'est Najat Zahir, c'est ça? Je pense que c'est pas à notre niveau où il ne va pas nous entendre. La réunion se terminera dans 5 minutes déjà, mais c'est pas possible. Ça passait trop vite, oh là là, que 5 minutes pour continuer, donc pour finir, docteur. Alors, on s'en doute, il faudra qu'on reprogramme quelque chose, mais dans les choses qui n'ont, et je suis désolée parce que ça risque de couper de manière un peu inopinée, ça passait vraiment plus vite que je l'imaginais. Donc c'est pas même pas une heure. Est-ce que vous pensez en des réponses courtes, je m'en excuse, qu'on va pouvoir faire observer les gestes barrières de manière définitive et pour éduquer vos patients, pour faire en sorte que dorénavant, c'est l'attitude obligatoire? La sensibilisation, l'éducation des patients est absolument primordiale, parce que d'abord, il faut leur dire que ça peut être grave, mais ils commencent à s'en rendre compte. Oui. Que c'est vraiment sérieux. Geste distanciation sociale, distanciation dans la mesure où il ne faut plus s'approcher, il faut plus faire la bise, il faut plus serrer la main, et avoir des masques en dehors de la maison. Il faut mettre un masque, et les masques sont plus efficaces quand on est les deux à les mettre.
Parce que si je suis seul à mettre le masque, c'est pas suffisant. Et si mon interlocuteur essaie à le mettre, c'est pas suffisant non plus. Ça réduit les risques. Et si on arrivait ça permettrait de diminuer l'extension de l'épidémie. Et plus c'est transporté, c'est nous, ce sont les gens qui transportent le virus. Il vient pas tout seul. C'est un petit peu manipulé. Donc, il y a quelques gestes à faire pour éviter donc de prendre des sacs, des choses comme ça. Ça, on le sait déjà. On sait comment procéder parce que dans tous les cas, le virus ne survit pas longtemps en dehors du corps humain. Donc, c'est d'abord les micro-gouttelettes. C'est les postillons, c'est la salive, c'est ce que nous en parlant ou en respirant ou en éternuant, et là les gestes barrières, c'est tous les gestes qu'on voit tous les jours, qu'on voit à la télévision et qu'il faut absolument respecter, et c'est toujours pas respecté, et du moins en Algérie il y a encore beaucoup de gens qui ne mettent pas la bavette, ou alors qui la mettent carrément au niveau du cou. Et là, on voit des gens avec la bavette au-dessous du cou. Ouais. Et c'est dommageable pour tout le monde. Docteur, je suis désolée, puis je m'excuse avant j'ai peur d'être coupée de manière que la réunion soit interrompue de manière inopinée. Je vais m'excuser auprès de vous tous, vous remercier d'être tous là. Docteur, si vous m'autorisez, en off, on va organiser une prochaine réunion dans les prochains jours pour justement aborder toutes les questions qu'on avait prévu de poser sur justement l'application, l'impact qu'a eu cette épidémie sur votre activité, les gestes barrières. J'ai plein de questions sur le suivi de grossesse, sur les possibles transmissions de la maman Covid plus à l'enfant. Je suppose que vos confrères et consoeurs qui ont la gentillesse de se connecter aujourd'hui vont rester sur leur faim. Ce sera pas le cas. On va les saluer. Je vais vous remercier. Vous recontacter en off. Oui, désolé, parce que, en fait, je vous expliquais, c'est exceptionnel qu'aujourd'hui ce soit aussi court. On va faire en sorte la prochaine fois de prévoir plutôt 1h30. Parce que vous voyez, on prévoit 1 heure et finalement, au bout de même pas 40 minutes, l'activité va s'arrêter. Vraiment m'excuser, vous remercier à tous d'être là, de vous souhaiter une bonne fin de dimanche et puis de donner rendez-vous, très très vite, d'accord? Eh bien, merci à tous. Merci, et merci à tous. Merci à tous et toutes. Vraiment, vraiment, je vous fais confiance. Merci d'avoir été là aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour voilà. Et n'hésitez pas, posez-nous vos questions. Il y a une adresse toute simple, mjame2jay@yahoo.fr ou par Webex directement ou sur la page Facebook, ou alors vous adressez vos questions directement au docteur Youssef Hodja, d'accord? Merci à tous. Je compte sur vous dans quelques jours. Merci, docteur. Et à très bientôt. Merci. On reste sur sa fin, mais on va faire mieux la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? D'accord. Prenez soin de vous. À très, très vite. À très vite. Vite, vous aussi. Je vous appelle.